Imaginez qu'on vous traîne devant un tribunal pour avoir consacré 40 ans de votre vie à ce que vos voisins appellent des ordures. En 1994, Earl Pickens était la risée de son comté, un vieil homme dont la grange croulait sous la ferraille rouillée. Mais alors que le système moderne s'effondrait brutalement, menaçant de réduire des familles entières à la ruine, cette décharge est devenue l'unique sanctuaire de survie de toute une région. Qu'est-ce qu'Earl avait compris que personne d'autre n'avait vu venir? Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir au cœur de cette grange va bouleverser votre vision du monde à jamais. Avant de pousser ensemble les lourdes portes de ce sanctuaire d'acier, j'ai une petite question pour vous. Depuis quelle ville ou quel coin du monde suivez-vous cette incroyable épopée aujourd'hui? Partagez votre horizon en commentaire. C'est un privilège de vous lire. Et si la valeur des savoirs anciens résonne en vous, soutenez ce récit en aimant la vidéo et en vous abonnant. C'est votre passion qui anime notre travail. Alors, entrons maintenant dans l'arène. Il y a une tragédie silencieuse dans notre monde moderne. Nous avons délibérément oublié la valeur de ce qui a vécu. Nous courons frénétiquement vers l'inédit, le rutilant, l'éphémère, jetant sans le moindre regret ce qui est brisé. Mais il fut un temps, ancré dans la terre rude de nos ancêtres, où chaque objet portait en lui une promesse de survie et de résilience. C'est par un mardi soir glacial d'avril 1994 que cette guerre invisible entre ces deux époques a pris tout son sens. Imaginez un ciel lourd et menaçant, pesant sur les vastes plaines du Nebraska. Au volant de son vieux pick-up Ford de 1978, dont la carrosserie est depuis longtemps dévorée par une rouille implacable, roule un fermier de 67 ans. Il s'appelle Earl Pickens. Ses mains sont calleuses, sculptées par des décennies de labeur acharné face aux éléments, et son regard porte la tranquillité inébranlable des hommes de la terre. Il gare son véhicule devant le majestueux tribunal en briques du comté de Colfax, dans la petite ville de Schuyler. D'un pas lent mais extraordinairement digne, il pousse les lourdes portes du bâtiment municipal, traverse les couloirs silencieux et va s'asseoir, telle une ombre, sur la toute dernière rangée de chaises de la salle du conseil. Earl sait pertinemment pourquoi il a été convoqué ce soir-là. 2 semaines plus tôt, le couperet est tombé sous la forme d'une lettre recommandée, froide et tranchante. Une plainte formelle, rédigée par la toute nouvelle et très influente Association d'amélioration agricole du comté. Leurs termes étaient minutieusement choisis pour blesser. Ils exigeaient des sanctions immédiates contre une, je cite, « accumulation disgracieuse de déchets et de débris agricoles sur sa propriété ». En clair, dans le langage du quotidien, ces jeunes loups en chemise repassée voulaient le forcer à vider sa grange et à raser son univers. Earl avait vu le coup venir. Depuis des années, il endurait en silence les regards condescendants des voisins qui ralentissaient devant sa ferme pour observer ce qu'il croyait être une ruine nauséabonde. Il percevait parfaitement les chuchotements étouffés au magasin de semences, les rires gras à la coopérative. Il connaissait par cœur les surnoms cruels qu'on lui donnait dès qu'il tournait le dos. Le fermier de la casse, l'amasseur de la route 50, le vieil Earl et sa fameuse montagne de ferraille. Mais ce que ces juges improvisés ne comprenaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais eu la décence de lui demander, c'était la véritable signification de ce sanctuaire. Pourquoi un homme sacrifierait-il 40 années de sa vie à remplir une immense grange de ce qui ressemblait, de l'extérieur, à des ordures? Ils ne voyaient que la poussière et le chaos. Ils étaient totalement aveugles au chef-d'œuvre de prévoyance qui se dressait sous leurs yeux. Pour comprendre la grange d'Earl Pickens, il faut remonter à la source. Nous sommes en 1952. Earl vient tout juste de fêter ses 25 ans quand son père pousse son dernier soupir. En héritage, le jeune homme reçoit 320 acres de terre, un tracteur John Deere de 1948 qui montre déjà d'inquiétants signes de fatigue, une ramasseuse de maïs rafistolée avec du fil de fer, et surtout, un conseil. Une leçon de vie transmise 3 jours avant la mort du patriarche. Assis sur le porche en bois de la maison familiale, regardant un orage d'été gronder au loin, son père lui avait glissé d'une voix faible mais prophétique. Les pièces, fils, c'est de l'argent. Chaque boulon, chaque roulement, chaque engrenage, c'est de l'argent que tu n'auras pas à dépenser quand les temps seront durs. Les vendeurs te diront d'acheter du neuf. Ne les écoute jamais. Garde tout. Répare ce que tu peux. Un jour, tu me remercieras. Earl avait fait de ces mots sa religion. Pendant 42 ans, à chaque panne, à chaque casse, il ne s'était pas contenté de réparer. Il avait sauvé chaque composant. Une pompe à eau usée finissait dans un bac soigneusement étiqueté. Un carter fissuré rejoignait une étagère spécifique. Bientôt, il s'était mis à racheter pour une poignée de dollars les machines mortes de ses voisins. Il passait ses longues nuits d'hiver à démonter, nettoyer et classer chaque élément avec une précision d'horloger. En 1994, sa grange n'était plus un simple bâtiment agricole. C'était un labyrinthe vertigineux, une immense bibliothèque d'acier, une forteresse imprenable bâtie contre l'obsolescence. Et ce soir-là,
Assis seul au fond de la salle du tribunal, Earl s'apprêtait à affronter ceux qui voulaient effacer l'histoire de sa vie. Le tribunal du comté de Colfax n'est pas un simple bâtiment de briques rouges datant de 1923. C'est le cœur battant, parfois impitoyable, de la vie civique locale. Lorsqu'on en franchit le seuil, on est immédiatement saisi par cette odeur si particulière, un mélange entêtant de cire à parquet, de vieux papier jauni et de poussière figée dans le temps. C'est une odeur qui impose le silence, ou du moins, qui devrait l'imposer. Sous les hauts plafonds et entre les murs lambrissés de bois sombre, chaque bruit de pas résonne comme un verdict. Pour Earl Piquin, ce lieu est une arène où le passé et le présent s'apprêtent à entrer en collision. Earl s'avance dans la salle du conseil, située au 2e étage. Il porte sa bonne salopette, celle qui n'a pas de pièces rapportées, et une chemise propre, soigneusement boutonnée jusqu'au col. Ce n'est pas par vanité, encore moins pour tenter d'amadouer le conseil. C'est un acte de respect envers sa femme, Mildred, qui avait insisté ce matin-là. Tu vas te tenir debout pour toi-même, Earl Piquin, et tu vas le faire avec dignité. Mais Earl n'a pas l'intention de discourir. Il sait qu'on apprend bien plus sur les hommes en les laissant parler qu'en ouvrant la bouche soi-même. Il choisit délibérément la dernière rangée, s'asseyant à l'écart, le dos droit, les mains posées sur ses genoux comme 2 blocs de granit. Autour de lui, la salle se remplit lentement. C'est le rituel des petites villes. On vient ici pour régler les problèmes de voisinage, certes, mais on vient aussi pour le spectacle. Earl reconnaît presque tous les visages. Des fermiers qu'il côtoie depuis 40 ans, des commerçants croisés chaque dimanche à l'église luthérienne. Pourtant, ce soir, l'atmosphère a changé. Quelques têtes se détournent brièvement, des hochements de tête polis mais distants lui sont adressés, mais la majorité des regards l'évitent soigneusement. Un bourdonnement insidieux emplit la pièce. Ce sont les murmures, ces petites phrases assassines que l'on croit discrètes, mais qui portent comme des coups de fouet. On parle de l'épave de la route 15, on se moque de l'ermite aux ferrailles. Pour cette assemblée, Earl n'est plus le voisin solidaire. Il est devenu une nuisance, une tache sur le paysage moderne qu'il s'efforce de bâtir. Il voit en lui un obstacle au progrès, un vieil homme têtu qui s'accroche à des débris alors que le monde entier réclame du propre, du neuf, de l'efficace. Le contraste est frappant. D'un côté, une foule agitée, impatiente de juger, portée par un sentiment de supériorité morale. De l'autre, cet homme seul, immobile comme une pierre au milieu du courant. Il y a une puissance tranquille dans le silence d'Earl, une noblesse que ses détracteurs ne peuvent même pas concevoir. Ils le croient acculé, humilié par leur présence massive. Ils ignorent qu'il est en train de les observer, de les peser, d'analyser chaque rictus et chaque ricanement. Au bout de la salle, sur la plateforme surélevée, les membres du conseil s'installent. Le drapeau américain pend, immobile, dans un coin. Le président, Howard Gunderson, un ancien banquier à la retraite, racle sa gorge pour ramener le silence. Le marteau tombe. La séance est ouverte. Mais pour Earl, le véritable procès a commencé bien avant ce coup de marteau, dans le regard de ceux qui ont oublié que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la propreté de son champ, mais à la profondeur de ses racines. Soudain, le silence pesant de la salle est rompu par l'entrée de 2 hommes qui semblent appartenir à un autre monde. Les frères Hoffman. Si Earl Piquin est l'image même de la terre et de la patience, Kyle et Brett Hoffman sont les héros d'une modernité clinquante et impatiente. Kyle, l'aîné, 34 ans, s'avance avec cette assurance insolente de ceux qui n'ont jamais connu la morsure du besoin. Il porte un pantalon chino parfaitement repassé et un polo orné du logo rutilant de John Deere. Il n'a pas l'allure d'un fermier qui vient de passer sa journée dans la poussière, mais plutôt celle d'un cadre s'apprêtant à disputer une partie de golf. Derrière lui, son frère Brett, de 2 ans son cadet, si c'est pas comme une ombre fidèle, acquiesçant silencieusement à chaque mouvement de son aîné. Les 2 frères sont les fils de Denny Hoffman, un voisin qu'Earl a bien connu. Mais à la mort de leur père, les garçons ont tout balayé. Ils ont rasé la vieille grange familiale pour ériger un bâtiment en acier froid, vendu les outils paternels pour s'endetter lourdement et acquérir des machines dernier cri. Une moissonneuse à 180 000 $, un tracteur à 95 000. Pour eux, le passé est une chaîne qu'il faut briser. Ils ont fondé l'Association d'amélioration agricole du comté, un cercle de jeunes exploitants convaincus que les vieilles méthodes sont le seul frein à la prospérité de la région. Kyle s'approche du podium avec la fluidité d'un orateur chevronné. Il tient entre ses mains un dossier Kraft épais, débordant de documents. Il ne regarde pas Earl. Pour lui, le vieil homme n'est qu'un dossier à classer, un problème esthétique à résoudre. « Merci, monsieur le président, membre du conseil, cher voisin », commence-t-il d'une voix claire, empreinte d'une condescendance mielleuse. Il ouvre son dossier et en sort une série de photographies qu'il brandit comme des preuves irréfutables d'un crime contre le progrès.
Voici ce que voient les automobilistes lorsqu'ils passent devant la propriété de M. Piquin sur la route 15, lance-t-il en montrant un cliché de la grange d'Earl. Sur l'image, les portes ouvertes révèlent des étagères croulant sous les pièces, des bagues empilées, un moteur suspendu à une chaîne. Un murmure de désapprobation parcourt l'assemblée. Quelqu'un, au milieu des rangées, lâche un « Mon Dieu » assez fort pour être entendu de tous. Kyle sourit intérieurement. Il sait qu'il a déjà gagné une partie du public. Il enchaîne les photos avec une efficacité redoutable. Regardez ce côté nord. L'accumulation déborde désormais de la structure. Des pièces ou des bâches, des palettes jonchant le sol. Il marque une pause dramatique, balayant la salle du regard. C'est un risque d'incendie, un danger pour la sécurité. Et, soyons honnêtes, c'est un embarras pour notre communauté. Qui voudrait investir ici? Qui veut expliquer à de futurs partenaires que voilà à quoi ressemble l'agriculture dans notre comté en 1994. C'est un spectacle cruel. Kyle Hoffman transforme 40 ans de prévoyance et de respect du matériel en une décharge publique. Il utilise des mots comme moderne, progressiste et image de marque pour masquer le fait qu'il est en train de piétiner l'honneur d'un homme qui pourrait être son grand-père. Earl, toujours assis au fond, ne scie pas. Il regarde ses photos de sa propre vie, commentées par un homme qui n'a jamais appris à réparer quoi que ce soit, mais qui sait parfaitement comment tout jeter. La tension dans la salle est désormais palpable. La nouvelle génération vient de déclarer la guerre à l'ancienne, et elle a apporté des images pour s'assurer que personne ne puisse détourner les yeux. Avez-vous déjà ressenti ce froid glacial qui vous envahit lorsque, devant une assemblée, quelqu'un entreprend de mettre votre vie en pièces? Kyle Hoffman était désormais au sommet de son art oratoire, porté par l'arrogance de ceux qui croient que le futur leur appartient de droit. Il posa les photographies sur le pupitre, marqua un silence pour laisser l'image de la décharge s'imprimer dans les esprits, puis il parla avec une sincérité feinte, cherchant à porter l'estocade finale. « Mon père a connu Earl Piquin pendant 30 ans, lança-t-il, la voix empreinte d'une fausse mélancolie. Il le respectait en tant que voisin, mais même lui secouait la tête en passant devant cette grange. Il disait souvent « Earl est un homme bon, mais cet endroit est une honte. Eh bien, je crois qu'il est temps que nous fassions quelque chose. » Il se tourna alors vers le fond de la salle, fixant directement le vieil homme immobile. « Monsieur Piquin, je ne cherche pas à vous manquer de respect. Je suis convaincu que, dans votre esprit, il y a une raison à tout cela. » Il fit un geste vague vers les photos étalées. « Mais nous essayons de bâtir quelque chose ici. Nous voulons montrer au monde que le comté de Colfax est une communauté agricole moderne, progressiste, et nous ne pouvons pas le faire avec une case située sur l'axe principal. » Un rire discret monta des rangées du milieu, puis un autre. En quelques secondes, la moitié de la salle gloussait. Ce n'était pas un rire bruyant ou moqueur, mais ce rire étouffé, bien plus cruel, de gens qui acquiescent à ce qui est dit mais ne veulent pas paraître trop méchants. Kyle sourit. Il sentait qu'il tenait la salle dans le creux de sa main. C'est alors que Howard Gunderson, le président du conseil, reprit la parole d'un ton administratif, presque désolé. « Bien, monsieur Piquin, le conseil a entendu les arguments. Nous vous accordons un délai de 30 jours pour mettre votre propriété en conformité avec les normes du comté. Si, passé ce délai, aucun changement notable n'est constaté, nous serons contraints d'autoriser des recours juridiques. » Le couperet était tombé. 30 jours pour effacer 40 ans de prévoyance. 30 jours pour jeter ce que son père lui avait ordonné de chérir. Le président regarda vers le fond de la salle. « Earl, voulez-vous répondre ?» Toutes les têtes se pivotèrent brusquement. Le silence se fit si profond qu'on aurait pu entendre la poussière danser dans la lumière des néons. Earl Piquin resta immobile un long moment, son visage restant un masque de pierre. Puis, il se leva, lentement. Ses genoux émirent un craquement sec, une protestation physique contre le poids des années et de l'humiliation. Il ne regarda ni Kyle, ni le conseil. Il ajusta simplement sa salopette propre. « Non, monsieur, » dit-il d'une voix calme, posée, qui résonna étrangement dans le silence soudain. « Je ne crois pas, non ?» Et sans ajouter un mot, sans un regard en arrière, il quitta la salle. Le bruit de ses pas sur le parquet ciré était le seul son audible. Il descendit les escaliers, poussa les portes du tribunal et s'enfonça dans la douceur de la nuit printanière du Nebraska. Derrière lui, il laissait une pièce remplie de gens convaincus d'avoir remporté une victoire éclatante. Ils se félicitaient, ils rangeaient leurs dossiers, ils riaient déjà de l'absurdité de ce vieux collectionneur de ferraille. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui se préparait. Ils ignoraient que, dans 3 semaines seulement, leur monde si moderne et si fragile allait s'effondrer. Mais laissez-moi maintenant vous raconter comment, en un battement de cils, le monde a basculé.
Le 15 mai 1994, alors que l'écho des rires du tribunal s'éteignait à peine, le syndicat des Teamsters déclenchait une grève nationale sans précédent contre les grandes compagnies de transport routier. En moins de 48 heures, les chaînes d'approvisionnement du pays entier commençaient à s'effondrer comme un château de cartes sous un vent d'orage. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, ou qui étaient trop jeunes pour s'en souvenir, il est crucial de comprendre ce qu'une grève totale des transporteurs signifiait pour les fermiers du Midwest. Dans ces plaines infinies, tout, absolument tout, dépend du va-et-vient incessant des titans de la route. Les semences, les engrais, le carburant et surtout les pièces détachées. Tout arrive par camion depuis des centres de distribution, situés à des centaines de kilomètres. Quand les camions s'arrêtent, les veines du pays cessent de battre. La grève a frappé au pire moment imaginable, juste à la fin des semis, au moment précis où s'ouvre la saison cruciale de l'entretien des machines. Soudain, le fermier moderne, celui-là même qui se targuait d'être à la pointe du progrès, s'est retrouvé face à un mur de silence. Les engins, aussi puissants et coûteux soient-ils, ne sont que des amas d'acier inertes sans la petite pièce de rechange qui les maintient en vie. Chez le concessionnaire John Deere de Columbus, l'ambiance était devenue funèbre. Les délais de livraison s'allongeaient d'heure en heure, passant de quelques jours à des semaines, puis à des mois. On parlait de 8 semaines d'attente pour une simple durite hydraulique. Chez Casillage, à Norfolk, les rayons des filtres, des courroies et des roulements étaient désespérément vides, ne laissant que de la poussière sur les étagères. À Lincoln, le distributeur à jour avait tout simplement baissé le rideau, affichant un panneau laconique qui sonnait comme un glas. Fermé jusqu'à nouvel ordre. Aucune pièce disponible. Une ombre de panique a commencé à s'étendre sur les champs de blé doré. Les fermiers scrutaient l'horizon, non plus pour guetter la pluie, mais dans l'espoir vain de voir la silhouette d'un camion de livraison. Le système si parfait, si fluide, dont Kyle Hoffman s'était fait le chantre, venait de révéler sa terrible et pathétique fragilité. On nous avait vendu l'idée que le stock était un poids mort, que l'accumulation était une erreur de gestion. Le « Justax en graftant » était devenu la nouvelle religion de l'agriculture. Mais en cette fin de mois de mai, la religion vacillait. Les fermiers qui avaient tout misé sur la rapidité des flux mondiaux se retrouvaient les mains vides, contemplant des machines à plusieurs centaines de milliers de dollars immobilisées par un simple roulement défaillant. La modernité, tant vantée au tribunal quelques jours plus tôt, n'était plus qu'une promesse trahie. Dans les cafés des petites villes, les plaisanteries sur le « Dieu Earl » s'étaient brusquement tues. Le silence avait remplacé les moqueries, car chacun commençait à réaliser, dans le secret de son cœur, que la véritable indépendance ne se trouvait pas dans un catalogue de concessionnaires rutilants, mais dans ce que l'on possède réellement chez soi. Et tandis que les routes restaient désespérément vides, une rumeur sourde commençait à circuler. Quelque part, sur la route 15, il restait peut-être un homme qui n'avait jamais eu besoin que les camions roulent pour être prêt. Le destin possède un sens de l'ironie particulièrement aiguisé, surtout lorsqu'il s'agit de donner une leçon d'humilité à ceux qui se croient invincibles. Au matin du 3 juin, sous un soleil déjà cuisant qui faisait onduler l'air au-dessus des épis de blé, Kyle Hoffman contemplait son empire avec une satisfaction non dissimulée. Sa moissonneuse-batteuse, une John Deere 9600 de 1993, trônait au milieu du champ comme un mastodonte de métal vert et jaune. C'était le joyau de son exploitation, un investissement colossal de 180 000 $. Pour Kyle, cette machine était bien plus qu'un simple outil. Elle était la preuve vivante que la technologie et le progrès avaient définitivement triomphé des caprices de la nature. Elle était censée être invulnérable, protégée par des garanties bétonnées et une ingénierie de pointe. Mais la mécanique, aussi sophistiquée soit-elle, n'a que faire des certitudes humaines. Alors qu'il lançait la machine à travers les rangs serrés de blé mûr, un son que tout fermier redoute plus que la foudre a soudainement déchiré le ronronnement régulier du moteur. Un grincement sinistre, un hurlement de métal contre métal qui semblait monter des entrailles même de la terre. Kyle coupa immédiatement le contact, mais le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le fracas précédent. C'était le silence de la défaite. En descendant de la cabine climatisée, il vit immédiatement l'étendue du désastre. Le roulement principal de l'unité d'alimentation, une pièce maîtresse, s'était grippé, se transformant en un tas de ferraille fondu par la chaleur. C'est à cet instant précis que la réalité a rattrapé l'arrogance. Kyle s'est précipité vers son téléphone. Il a appelé le concessionnaire de Columbus, puis celui de Norfolk, puis tous les revendeurs dans un rayon de 300 kilomètres. La réponse était partout la même, monocorde et implacable. Nous n'avons pas la pièce. Personne ne l'a. À cause de la grève, l'entrepôt du fabricant en Illinois tourne au ralenti. Il privilégie les commandes de gros volumes. Pour un roulement isolé au fin fond du Nebraska, comptez 8 semaines, peut-être plus. 8 semaines.
Le mot a résonné dans l'esprit de Kyle comme une sentence de mort. Il a regardé son champ de blé. 200 hectares d'or pur qui n'attendaient que d'être récoltés. Dans 8 semaines, cette mer dorée ne serait plus qu'un cimetière de tiges pourries, battues par les pluies d'été ou dévorées par les parasites. Des dizaines de milliers de dollars de revenus potentiels allaient s'évaporer sous ses yeux. Sa machine à 180 000 dollars n'était plus qu'un presse-papier géant, une relique inutile au milieu d'un désastre financier imminent. Le système moderne, ce réseau si fluide et si parfait qu'il avait défendu avec tant de ferveur au tribunal, venait de l'abandonner au moment où il en avait le plus besoin. Il a passé 3 jours prostré dans sa cuisine, fixant par la fenêtre la silhouette immobile de sa moissonneuse abandonnée au milieu des épis. Il s'était moqué de la prévoyance d'un vieil homme. Il avait ridiculisé l'idée même de garder des vieux trucs, et voilà que sa propre dépendance au tout neuf le menait droit à la ruine. La honte commençait à se mêler à l'angoisse. Il savait que le temps pressait, que chaque heure qui passait était une érosion de son avenir. Et au milieu de ce chaos intérieur, une seule image ne cessait de revenir le hanter. Les étagères sombres de la grange d'Earl Piquin, croulant sous le poids de 40 ans d'histoire et de pièces dont personne ne voulait plus. Le fier Kyle Hoffman était désormais un homme désarmé, trahi par son époque, et contraint de réaliser que le véritable trésor n'est pas celui qu'on achète, mais celui qu'on a la sagesse de conserver. Le temps n'est plus un allié pour Kyle Hoffman, c'est un bourreau. Dans les plaines du Nebraska, la fenêtre de récolte du blé est une fenêtre étroite, impitoyable. Sous la chaleur écrasante de juin, chaque heure qui passe voit l'humidité des grains chuter, la paille devenir cassante et le risque d'un orage dévastateur augmenter. Pour Kyle, l'odeur du blé mûr n'est plus celle de la réussite, mais celle d'un désastre financier qui fermente sous le soleil. Il a passé des heures, le combiné du téléphone soudé à l'oreille, suppliant des standardistes anonymes à Chicago, à Kansas City, à Omaha. Partout, la même réponse, glaciale et bureaucratique. Le système est grippé. Les flux tendus, ces miracles de l'économie moderne qu'il admirait tant, se sont transformés en nœuds coulants. Sans camion, il n'y a pas de pièces. Sans pièces, il n'y a pas d'avenir. Le silence dans la cuisine des Hoffman est devenu insupportable. Brett, le frère cadet, est assis à la table, fixant une tasse de café froid. Il n'a plus cette assurance tranquille qui le caractérisait lorsqu'il suivait son frère dans les allées du tribunal. Il lève les yeux vers Kyle, qui fait les 100 pas, l'air hagard. « On va tout perdre, Kyle », lâche-t-il enfin d'une voix sourde. « Dans 4 jours, ce blé ne vaudra plus rien. On ne pourra même pas payer les traites du tracteur. » Kyle s'arrête net, les poings serrés. Il sait que Brett a raison. Il sait que leur modernité rutilante est en train de se transformer en un tombeau de dettes. C'est alors que Brett prononce le nom que Kyle redoutait d'entendre. Tu sais qui possède probablement ce roulement. Le silence qui suit est plus lourd que l'orage qui menace à l'horizon. Kyle sent une brûlure lui remonter à la gorge. Pas la brûlure de la colère, mais celle de la honte pure. Il revoit la scène au tribunal, les photographies qu'il a brandies comme des trophées, ses paroles moqueuses sur l'embarras pour la communauté, et surtout, ce rire qu'il a lui-même provoqué dans la salle. Comment peut-on, après avoir publiquement piétiné l'honneur d'un homme, aller frapper à sa porte pour quémander son aide? C'est hors de question. Crash Kyle, mais sa voix manque de conviction. Il cherche désespérément une autre issue, un autre miracle, mais il n'y a rien. Le monde moderne lui a fermé ses portes. On a été des idiots. Kyle, continue Brett, plus dur cette fois. On l'a humilié devant tout le comté. On a essayé de lui prendre sa grange. Et maintenant, cette grange est le seul endroit sur Terre qui peut nous sauver de la banqueroute. La pilule est amère, presque impossible à avaler. C'est le prix de l'arrogance. Kyle repense à son père, Denny, et au respect qu'il portait à Earl. Il réalise soudain que son père ne voyait pas un tas de ferraille, il voyait une bibliothèque de solutions. Kyle regarde par la fenêtre sa moissonneuse à 180 000 dollars, ce monument à sa propre vanité, immobile et inutile au milieu des champs. Il comprend que la fierté ne remplit pas les silos. Il attrape les clés de son pick-up sous le comptoir. Ses mains tremblent légèrement. Il va devoir parcourir les 11 kilomètres les plus longs de sa vie. 11 kilomètres pour aller affronter le regard de l'homme qu'il a voulu effacer de la carte. 11 kilomètres pour découvrir si, dans le cœur d'un homme qu'on a insulté, il reste encore de la place pour la grâce. 11 kilomètres. C'est la distance exacte qui sépare la ferme ultramoderne des Hoffman de la propriété d'Earl Piquin sur la route 15. Une distance dérisoire en temps normal, un simple trait de poussière sur la carte infinie du Nebraska. Mais pour Kyle Hoffman, ce trajet ressemble à une marche vers l'échafaud, un pèlerinage de la honte qu'il parcourt à une lenteur de cortège funèbre. Chaque tour de roue de son pick-up rutilant semble peser une tonne. Par la fenêtre,
il voit défiler les champs de ses voisins. Partout, le même spectacle désolant, des machines immobiles, des fermiers les mains dans les poches, et cette mer d'or qui commence à flétrir, à perdre son éclat sous un soleil de juin devenu un bourreau. Le silence dans l'habitacle est assourdissant. Kyle revoit, avec une précision cruelle, les néons blafards du tribunal. Il entend encore l'écho de sa propre voix, si assurée, si arrogante, qualifiant la vie de cet homme de disgrâce et d'embarras. Il se sent petit, dérisoire dans son luxe inutile. Il arrive enfin devant l'allée des Piquins. La grange est là, imperturbable. Elle ressemble exactement aux photographies qu'il a brandies 3 semaines plus tôt, avec ses étagères qui débordent et ses vieux moteurs qui pendent. Mais aujourd'hui, l'œil de Kyle a changé. Il ne voit plus une décharge, il voit un arsenal. Il ne voit plus du désordre, il voit une forteresse de solutions là où le reste du monde n'offre que des excuses et des ruptures de stock. Earl est là, debout près de la porte de sa grange, comme s'il l'attendait. Il tient une tasse de café ébréchée, son regard perdu vers l'horizon. Il ne bouge pas, ne salue pas. Il est l'image même de la terre, immobile, patient, éternel. Kyle coupe le moteur. Le silence qui s'abat sur la cour est si lourd qu'il en devient physique. Il descend de son pick-up, mais cette fois, il laisse sa casquette John Deere sur le siège. Un geste instinctif de respect, ou peut-être de soumission. « Monsieur Piquin » commence Kyle. Sa voix est étrangement enrouée, dépouillée de son habituelle assurance de vendeur de foire. Earl tourne lentement la tête. « Kyle. » C'est tout. Un seul mot, neutre comme un constat météo. Kyle prend une grande inspiration, l'air chargé d'une odeur de blé chaud et de vieille graisse. « Je suppose que vous avez entendu pour ma moissonneuse. » Earl hoche la tête avec une lenteur calculée. « J'ai entendu. Le roulement principal de l'unité d'alimentation. Il paraît qu'il a fondu. Le concessionnaire ne peut rien faire. Avoue Kyle, les yeux fixés sur ses bottes trop propres. Personne ne peut rien faire. La grève, elle a tout bloqué. Je vais perdre ma récolte, Monsieur Piquin. 200 hectares. Si je ne trouve pas ce roulement étanche, je suis fini. » C'est un aveu total de défaillance. Kyle Hoffman, le champion du progrès, vient de confesser que son monde s'est arrêté de tourner. Il lève les yeux vers Earl, s'attendant à voir une lueur de triomphe, une étincelle de vengeance, ou même un rire moqueur. Il s'attend à ce qu'Earl lui rappelle le délai de 30 jours qu'il lui a lui-même imposé au tribunal. Il s'attend à être renvoyé chez lui avec sa fierté en lambeaux. Mais le visage d'Earl Piquin reste un masque de granit, totalement illisible. Il prend une gorgée de son café, ses yeux plissés par les rides scrutant le jeune homme comme s'il cherchait à voir au-delà des apparences. Le silence s'étire, insupportable. On n'entend que le bruissement du vent dans les hautes herbes et le craquement du métal qui refroidit sous le capot du pick-up. Earl ne dit rien. Il ne savoure pas sa victoire. Il ne condamne pas. Il se contente d'exister, là, devant sa grange pleine de trésors, laissant Kyle macérer dans le jus amer de ses propres erreurs. C'est la confrontation ultime entre l'arrogance du nouveau monde et la profondeur insondable de l'ancien. Et pour l'instant, l'ancien monde se tait. Franchir le seuil de la grange d'Earl Piquin, c'est comme pénétrer dans une cathédrale oubliée où le temps aurait suspendu son vol. Pour Kyle Hoffman, qui n'avait juste là observé cet endroit qu'à travers l'objectif méprisant d'un appareil photo, le choc est brutal. Il s'attendait à un enchevêtrement inextricable de ferrailles rouillées et de détritus. Il découvre un sanctuaire d'une précision chirurgicale. L'air y est frais, chargé de cette odeur sacrée de graisse figée, de poussière ancienne et de métal froid. Ici, la lumière du jour filtre à travers des fenêtres encrassées, découpant des colonnes de clarté ou dans des millions de particules, illuminant ce que Kyle doit bien s'avouer être, non pas une décharge, mais une bibliothèque de fer. Earl s'enfonce dans les profondeurs du bâtiment avec l'aisance d'un gardien de phare dans sa tour. Kyle le suit, muet, écrasé par la verticalité des étagères qui grimpent jusqu'au chevron. Ce n'est pas du chaos. C'est un ordre supérieur, une cartographie mentale que seul le vieil homme semble maîtriser. Chaque casier est une archive. Sur des milliers de petites étiquettes en carton, jaunies par les décennies mais calligraphiées avec soin, on peut lire des noms qui sonnent comme une litanie de l'histoire agricole. Massey Ferguson 58, International Harvester 72, John Deere Model A. Des moteurs entiers pendent à des palans, immobiles et majestueux, comme des cœurs d'acier en attente d'un nouveau souffle. Par ici, grogne Earl sans se retourner. Il dépasse des rangées de pignons classés par diamètre, des courroies suspendues comme des trophées de chasse, des parois entières de boîtes de vitesse. Kyle réalise avec une pointe de vertige que chaque pièce ici a été sauvée d'une mort certaine, nettoyée, hilée et mise en attente pour ce moment précis. Earl s'arrête enfin devant une section étiquetée « Roulement prototype »
Essai 87. Il fait glisser une boîte en bois, en retire un objet enveloppé dans un chiffon de coton gras et le dévoile à la lumière. C'est une pièce massive d'un acier sombre et dense. C'est un roulement à 2 rangées, conçu pour une série de tests dans l'Iowa en 1987. Explique Earl, ce doigt effleurant le métal avec une étrange tendresse. John Deere a fini par changer de design pour les modèles de série, préférant des unités scellées moins chères à produire. Mais ce prototype, il a les mêmes dimensions, la même tolérance. Il est juste construit pour durer 1000 ans au lieu de 10. Il tend l'objet à Kyle. Le poids de la pièce surprend le jeune fermier. Ce n'est pas seulement le poids du métal, c'est le poids d'une sagesse qu'il a tenté de faire condamner par la loi. En tenant ce roulement, Kyle comprend enfin l'absurdité de sa propre arrogance. Il a misé sa vie sur des machines jetables, dépendantes d'un monde qui peut s'arrêter de tourner à la moindre grève, tandis qu'Earl, dans son silence et sa solitude, a bâti une arche de Noé mécanique. Ce que Kyle appelait de la ferraille est en réalité la seule chose qui sépare sa famille de la ruine. La grange d'Earl Piquin n'est pas un embarras pour le comté, c'est son ultime filet de sécurité. Et tandis qu'il contemple l'acier sombre dans le creux de sa main, Kyle réalise que le véritable moteur de cette ferme n'est pas sous le capot d'un tracteur neuf, mais dans la mémoire intacte de cet homme qu'il a voulu effacer. Le silence qui s'installe dans la pénombre de la grange est d'une densité presque insupportable. Kyle tient toujours ce roulement prototype entre ses mains, sentant le froid de l'acier pénétrer sa peau. Sa gorge se serre. Il n'est plus l'homme d'affaires pressé, le fermier moderne aux certitudes de fer. Il n'est plus qu'un homme face à ses propres manquements. Il regarde Earl, ce vieil homme qu'il a tenté de briser, et la question finit par s'échapper, fragile, presque inaudible. Pourquoi, monsieur Piquin? Pourquoi m'aidez-vous? Après tout ce que j'ai dit? Après ce que j'ai fait au tribunal? Earl ne s'arrête pas. Il est penché sur son établi, nettoyant une surface métallique avec un chiffon imbibé d'huile. Il ne lève pas les yeux, mais sa voix, grave et calme, semble venir de très loin, d'un endroit que le temps n'a pas pu effacer. « Ton père, Denny, m'a aidé une fois. » Commence-t-il. Il s'arrête un instant, comme pour convoquer un souvenir précis. C'était en 1978. L'automne était rude cette année-là. Ma femme, Mildred, était à l'hôpital. On craignait un cancer. Et à l'époque, on ne savait pas encore que ce ne serait rien. J'avais 30 hectares de maïs qui attendaient d'être récoltés, et j'étais seul. Je ne pouvais pas quitter son chevet, et je ne pouvais pas laisser ma récolte pourrir. Earl pose son outil et se tourne enfin vers Kyle. Ses yeux sont 2 pluies de mémoire. Un matin, à 5 heures, j'ai entendu le rugissement d'un moteur dans ma cour. C'était ton père. Il était là avec sa moissonneuse et ses 2 garçons. Toi et Brett, vous n'étiez que des gamins. Vous passiez la journée dans la cabine avec lui. À la tombée de la nuit, tout mon maïs était au silo. Pas un épi ne restait au champ. Kyle écoute, immobile, le cœur battant. Il se souvient vaguement de cette journée, de la poussière dorée et de la fatigue de son père, mais il n'en avait jamais compris la portée. Quand j'ai voulu le payer, continue Earl avec un faible sourire, Denny m'a regardé comme si j'étais fou. Il m'a dit, « Earl, les voisins s'entraident, c'est comme ça ici. » Il m'a dit qu'un jour, j'aurais l'occasion de l'aider à mon tour et que nous serions quittes. Ton père est parti avant que je puisse honorer cette promesse. Alors je suppose que je vais payer ma dette à ses fils, même si ses fils ont cru bon de traiter ma grange de honte publique. Le silence revient, mais il est différent désormais. Il n'est plus chargé de reproches, mais de la solennité d'un héritage retrouvé. Sans un mot de plus, Earl reprend le roulement des mains de Kyle. Il s'installe devant son tour à métaux, le regard concentré. Pendant les 2 heures qui suivent, Kyle observe l'alchimie de l'expérience. Earl usine une plaque d'adaptation, ajuste les tolérances au millième près, redonnant vie à une technologie de 1987 pour qu'elle s'insère parfaitement dans les entrailles d'une machine de 1993. À chaque étincelle qui jaillit de l'établi, Kyle sent un peu de son arrogance s'évaporer. Earl ne répare pas seulement une moissonneuse, il répare une lignée, il recoue le lien brisé entre 2 générations. Lorsqu'il finit enfin, il tend l'ensemble à Kyle. « Va sauver ton blé, petit. Ton père n'aurait pas supporté de le voir pourrir. » Kyle prend la pièce, sachant qu'il vient de recevoir bien plus qu'un simple morceau de métal. Il vient de recevoir une leçon de survie et d'humanité qu'aucun manuel moderne ne pourra jamais lui enseigner. La nouvelle s'est propagée à travers les plaines du Nebraska plus rapidement que l'ombre d'un nuage d'orage. Dans les cafés, aux stations-service désertées et dans les cuisines baignées de silence, on ne parlait que d'une chose. Kyle Hoffman moissonnait. Le prodige de la technologie, celui dont la machine aurait dû pourrir sur pied, était en train de sauver ses 200 hectares de blé grâce à une relique sortie tout droit des entrailles de la honte du comté. Soudain, le regard porté sur la route 15 changea radicalement.
Ce que les gens appelaient la veille une décharge était devenu, par la force d'un destin ironique, l'ultime phare d'espoir d'une communauté aux abois. La grève des transports s'étirait, impitoyable, étranglant chaque jour un peu plus les exploitations. Mais devant la grange d'Earl Piquin, une file d'attente commença à se former. Des hommes qui, 3 semaines plus tôt, riaient sous cape au tribunal, arrivaient désormais le chapeau à la main, les épaules voûtées par l'inquiétude. Il y eut d'abord Peterson, dont le déchômeur avait brisé une lame introuvable. Earl en dénicha 6, 9, oubliés sur une étagère depuis une vente aux enchères de 1974. Puis vint Madame Rodriguez, dont l'exploitation laitière menaçait de s'arrêter faute d'une pompe de traite. Earl n'avait pas le modèle exact, mais il adapta une pièce de 1968 avec une telle ingéniosité que les machines repartirent le soir même. Ferme après ferme, récolte après récolte, Earl Piquin sauvait le comté. Il ne demandait jamais d'argent. À chaque fois qu'un fermier, les larmes aux yeux, tentait de sortir son portefeuille, le vieil homme essuyait ses mains graisseuses sur un chiffon et répétait la même phrase, comme une litanie sacrée. Denny Hoffman m'a aidé autrefois. Les voisins s'entraident, c'est comme ça ici. Sa grange n'était plus une accumulation de débris. Elle était devenue une ressource providentielle, un sanctuaire de la résilience humaine là où le système industriel avait lamentablement échoué. Le journal local titra même « La ferraille d'un fermier sauve les récoltes de douzaines de familles ». Puis vint le 30e jour, le jour de l'ultimatum, le jour où Earl était censé avoir fait place nette sous peine de poursuites judiciaires. La salle du conseil municipal était plus bondée encore que la première fois, mais l'atmosphère y était méconnaissable. Kyle Hoffman s'avança de nouveau vers le podium. Il n'avait plus son polo de golf ni son air supérieur. Il semblait avoir vieilli de 10 ans, ou peut-être avait-il simplement enfin grandi. Il ne sortit pas de photographie de son dossier. Il en sortit une pétition. Monsieur le Président, membre du Conseil, commença Kyle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Il y a 30 jours, je me tenais ici pour demander la destruction de ce que je ne comprenais pas. J'étais aveugle. Je vois aujourd'hui que cette grange n'est pas un embarras, mais le trésor le plus précieux de notre comté. Il déposa le document sur le bureau du Conseil. Voici 147 signatures. Celle de chaque fermier cœur l'a sauvé cette semaine. Celle de chaque voisin qui a compris que la sagesse ne se remplace pas par du neuf. Kyle demanda officiellement que la plainte soit retirée et que la propriété de Piquin soit désignée comme ressource agricole communautaire. Le vote fut unanime. Dans le fond de la salle, Earl n'était pas là pour savourer son triomphe. Il était sans doute dans sa grange, une lampe à la main, en train de chercher un boulon pour un voisin qui n'avait pas encore aidé. L'histoire d'Earl Piquin ne s'est pas arrêtée à une simple victoire juridique ou à une récolte sauvée in extremis. Elle est devenue, avec le temps, une légende vivante, un murmure persistant dans les plaines du Nebraska, qui nous rappelle que la véritable richesse est souvent là où l'on refuse de regarder. 6 mois après la fin de la grève, alors que les camions sillonnaient de nouveau les routes et que le monde avait déjà recommencé à oublier l'angoisse de la pénurie, Kyle Hoffman est revenu voir Earl. Il n'apportait pas de pétition cette fois, mais une proposition qui allait sceller le destin de cette grange pour les décennies à venir. Kyle voulait cataloguer chaque pièce, chaque boulon, chaque engrenage. Il voulait transformer ce labyrinthe de métal en une base de données numériques, une bibliothèque du savoir mécanique. « Monsieur Piquin, ce que vous avez bâti ici n'est pas une casse, » lui dit-il avec une dévotion sincère. « C'est un musée de l'histoire agricole. C'est 40 ans d'expérience qu'on ne peut pas laisser s'éteindre. » Le projet titanesque de catalogage dura 3 ans. Chaque week-end, Kyle et son frère Brett, les mêmes hommes qui s'étaient moqués de ce désordre, passaient leur journée dans la poussière dorée de la grange, un carnet et un appareil photo à la main. Sous la direction d'Earl, ils apprirent à identifier des prototypes oubliés, des pièces de moissonneuses disparues depuis les années 50 et des outils dont personne ne soupçonnait plus l'existence. En 1997, lorsque le travail fut achevé, elle, Archiliquin, contenait plus de 47 000 références. Earl Piquin s'était éteint paisiblement en 2003, à l'âge de 76 ans, 2 ans après sa chère Mildred. Il n'a pas laissé de fortune en banque, mais il a légué sa grange et son savoir à Kyle Hoffman, l'homme qu'il avait transformé en héritier spirituel. Aujourd'hui, la grange est toujours là, imperturbable sur la route 15. C'est le fils de Kyle qui en assure désormais la gestion, ajoutant de nouvelles pièces au fur et à mesure que les anciennes machines passent sous le marteau des enchères. L'archive est désormais accessible en ligne, servant de bouée de sauvetage à des fermiers de 6 états différents qui cherchent désespérément la pièce que plus aucun concessionnaire ne fabrique. Sur le mur principal, juste à côté de la lourde porte en bois, une petite plaque en cuivre a été fixée. On peut y lire les mots du père d'Earl datant de 1952. Les pièces, c'est de l'argent. Gardez tout.
Réparez ce que vous pouvez. Un jour, vous serez heureux de l'avoir fait. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Rien n'est jamais vraiment un déchet tant que l'on n'a pas besoin de s'en servir. La modernité nous pousse à croire que tout est jetable, que le progrès consiste à effacer les traces du passé. Mais Earl Pickard savait que les systèmes tombent en panne, que les flux s'interrompent et que la technologie la plus sophistiquée peut être trahie par un simple roulement. Dans ces moments-là, l'homme qui possède les pièces est l'homme qui survit. Earl n'était pas un amasseur compulsif. Il était le gardien d'une résilience que notre siècle a trop souvent sacrifiée sur l'autel de la commodité. Il restera à jamais celui qui, au milieu de la ferraille et du cambouis, avait compris que le futur a parfois besoin du passé pour continuer sa route. Si ce récit de sagesse et de transmission vous a touché et que vous appréciez ces plongées au cœur de l'histoire humaine, je vous invite cordialement à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce récit avec ceux qui, comme vous, croient encore à la valeur des choses vraies. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle immersion.